Alors bonjour, c'est un grand plaisir de participer à cette conférence. On m'a demandé donc de vous parler de l'accessibilité aux services de santé au Québec et je vais donc vous présenter un certain nombre de résultats de recherche, mais d'entrée de jeu, je voulais quand même aborder la notion d'accessibilité aux services de santé mentale en vous illustrant ce concept à partir d'un certain nombre de données. L'accessibilité aux services est un concept multidimensionnel, donc ça recouvre plusieurs dimensions et je vais donc vous illustrer là, à partir d'un certain nombre de résultats. Je voulais surtout aussi vous parler de deux projets de recherche que nous avons fait récemment, un projet sur les urgences et un projet concernant le suivi des médecins des cas incidents de troubles mentaux. Ce sont des données qui sont basées sur des recherches à partir du SISNAC, qui est le Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec, une banque de données fort intéressante qui appartient à l'Institut national de santé publique. Et ce qui est intéressant quand on travaille sur le SISNAC, c'est qu'on travaille sur l'ensemble de la population du Québec. Le SISNAC intègre les données de la Régie de l'assurance maladie du Québec et ce que je vais vous présenter aussi intègre les données de l'hospitalisation. Donc, le concept d'accessibilité, comme je vous disais tout à l'heure, recouvre plusieurs dimensions. Quand on parle de l'accessibilité, on fait surtout référence à l'accessibilité financière, géographique et temporelle, mais ça couvre plusieurs autres dimensions. Je vais vous parler de trois autres dimensions aussi. Quand on parle de l'accessibilité, on fait aussi référence souvent à l'accessibilité financière. Et entre autres, au Québec, au Canada, on a vraiment la chance d'être dans un système de santé publique. Donc, ce que ça veut dire, c'est que n'importe qui, peu importe sa situation financière, a le même accès aux soins. Peut avoir accès à la même gamme de services, contrairement à d'autres pays, comme par exemple aux États-Unis. Par contre, on a un système de santé qui est en bonne partie aussi privé et notamment des dispensateurs importants en santé mentale, ce sont les psychologues. On a beaucoup de psychologues au Québec, mais la majorité de nos psychologues donc, travaillent dans le système de santé privé. Donc, il faut soit payer pour leur service ou peut-être qu'on peut avoir aussi la chance d'avoir une couverture à partir de notre emploi. Mais quand on regarde les besoins de la clientèle, il y a eu différentes grandes enquêtes sur les besoins de la population ayant des troubles mentaux. Et quand on regarde les besoins qui sont les moins comblés, je vous dirais que ça ressort d'une façon consensuelle que les besoins qui sont les moins comblés, ce sont les besoins reliés à tout ce qu'on appelle le soutien thérapeutique, le counseling. Juste pour vous illustrer un peu, donc dans une des dernières enquêtes canadiennes, quand on regardait la couverture au niveau des médicaments ou à savoir à combien les services au niveau de la médication étaient comblés par les patients, c'était de l'ordre d'environ 85% des patients qui nous disaient que leurs besoins en termes de médication étaient comblés, mais par contre, quand on regarde les besoins en termes de counseling, de soutien thérapeutique, c'est plus de l'ordre d'une personne sur trois qui va nous dire que leur besoin est comblé. Aussi, quand on fait référence à l'accessibilité financière, on peut penser aussi au financement alloué au système de santé mentale. Au Québec, au Canada, c'est environ 7% du financement santé et services sociaux qui est alloué au système de santé mentale. Par contre, si on compare avec d'autres pays, comme par exemple la Grande-Bretagne ou la France, c'est plus de l'ordre de pas loin du 15%. Et la Commission de la santé mentale du Canada recommandait, ça fait quand même plusieurs années, qu'on alloue au moins un minimum de 10% au système de santé mentale. Quand on fait allusion au concept d'accessibilité, on pense aussi à l'accessibilité géographique, c'est-à-dire que peu importe où on est situé au Québec, en Abitibi-Témiscamingue, à Drummondville, à Québec, on a la même gamme de services disponibles et c'est sûr qu'il y a une disparité dans les services offerts, donc il y a une concentration de services spécialisés beaucoup plus dans les régions universitaires. Euh, on peut penser, par exemple, au suivi intensif, au suivi d'intensité variable. On peut penser aussi aux psychiatres qui sont beaucoup concentrés, particulièrement à Montréal. On trouve 40% des psychiatres à Montréal et 60% dans les régions universitaires, que sont en fait Montréal, Québec et Sherbrooke. Aussi, si on reste dans des régions plutôt rurales, on a aussi une ouverture de services beaucoup moins étendue et souvent,
aussi quand on fait la recherche sur les urgences, on voit que la population dans les milieux ruraux va beaucoup plus se rendre à l'urgence à cause justement de la couverture de services qui est beaucoup moins dans ces territoires. Quand on fait allusion encore à l'accessibilité, on pense beaucoup à l'accessibilité temporelle. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une couverture au moins minimale en soirée, de nuit, des week-ends. On sait que la couverture de services est beaucoup moins élevée, particulièrement durant la nuit. Pratiquement le seul service disponible, c'est l'urgence. Et aussi, on pense beaucoup, quand on fait référence à l'accessibilité temporelle, aux listes d'attente, qui sont particulièrement élevées au Québec, que ce soit dans les services spécialisés que au niveau de la première ligne en santé mentale, on a souvent plusieurs mois d'attente, sinon 6 mois à 1 an d'attente, autant au niveau des équipes de première ligne de santé mentale que des services spécialisés. Aussi, quand on parle du concept d'accessibilité, on fait souvent référence aux caractéristiques des patients. Et là, on repère soit au groupe d'âge, en fait qu'on ait la même palette de services, qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, qu'on soit une personne plus âgée, 65 ans et plus. Et on sait que particulièrement la transition entre 18 et 19 ans, il y a beaucoup de lacunes au niveau des services pour cette transition d'âge. On fait aussi allusion aux minorités, alors qu'on soit québécois de souche ou qu'on soit immigrant, qu'on parle français ou exclusivement anglais ou une autre langue, donc qu'on puisse être bien desservi dans nos langues et par rapport qu'on respecte aussi les différentes cultures. Et un autre aspect que je voulais vous parler, qui me tient particulièrement à cœur, c'est que peu importe aussi qu'on fasse partie de certains groupes, parce qu'il y a des groupes qu'on pourrait dire qui sont quand même plus vulnérables, qu'on ait aussi la même palette de services. Donc, il y a des groupes qui sont un petit peu moins bien desservis quand on fait référence à l'accessibilité aux soins. Donc, on parle des personnes qui ont des troubles de l'utilisation de substances, on parle aussi des personnes en situation d'itinérance, on peut aussi faire référence aux personnes qui sont hospitalisées et qui reçoivent leur congé médical. Entre autres, on a eu l'occasion de suivre une cohorte de plus de 3000 patients qui avaient reçu leur congé de l'hôpital, et ça dans plusieurs hôpitaux du Québec. Et on a constaté que à peine un quart des personnes avaient reçu un suivi médical dans une période d'1 mois après leur sortie de l'hôpital et à peine un tiers dans une période de 90 jours. Donc, l'important, je vous dirais que quand on sort de l'hôpital, donc on est relativement vulnérable et c'est important d'avoir un suivi médical. Les personnes qui ont des troubles de l'utilisation des substances sont aussi une clientèle qui est reconnue, utiliser beaucoup moins de services. Quand on regarde les études d'utilisation de services, on fait souvent référence aux grandes enquêtes canadiennes de l'ESCC, les grandes enquêtes dans la collectivité canadienne. Et juste pour vous donner quelques chiffres, quand on regarde les personnes qui ont des troubles mentaux, on dit qu'il y a environ 1 personne sur 2 qui va être traitée dans une période de 12 mois pour leurs troubles mentaux. Par contre, quand on regarde au niveau de la population qui a des troubles d'utilisation de substances, c'est plutôt 1 personne sur 5 seulement qui reçoit des services pour ces troubles de l'utilisation de substances. Et c'est aussi un groupe qu'on retrouve beaucoup à l'urgence. Aussi, je pense que parler des personnes en situation d'itinérance, c'est particulièrement d'actualité, comme le dénombrement est sorti, les statistiques sur le dénombrement sont sorties la semaine passée et on sait que dans ce rapport, on annonçait qu'il y avait eu un accroissement d'environ 40% des personnes itinérantes entre 2018 et 2022. Donc, c'est énorme. Et aussi, quand on regarde les grandes enquêtes, particulièrement sur les besoins non comblés, c'est un des groupes, comme aussi les personnes qui ont des troubles d'utilisation des substances. Les personnes itinérantes, ce sont un groupe où on répond très peu à leurs besoins. Et donc, on devrait beaucoup améliorer l'accessibilité pour ces différentes clientèles. En fait, je ne pouvais pas non plus vous parler de l'accessibilité sans vous parler de l'accès aux médecins de famille. On sait que c'est un problème criant depuis plusieurs années au Québec. Il y a plus de 20% de la population qui est sans médecin de famille. La situation ne s'est pas beaucoup améliorée ou ne s'est même pas améliorée du tout dans les dernières années. Et particulièrement aussi, il y a des groupes qui ont encore moins accès aux médecins de famille que d'autres groupes. Encore là, la clientèle aux prises avec des troubles de l'utilisation des substances, on suit une cohorte de plus de 20 000 patients qui sont suivis par les centres de réadaptation en dépendance et de ce groupe, en fait, c'est plus du double
de cette population qui est sans médecin de famille d'après nos statistiques, donc pas loin de 40% de la population qui n'aurait pas accès au médecin de famille. Alors, je voulais aussi vous parler de l'urgence. Pourquoi je voulais vous parler de l'urgence? Je vous dirais que l'urgence est un peu comme le baromètre du système de santé. Quand l'urgence est engorgée, c'est signe que le système ambulatoire aussi ne se porte pas bien, ne répond pas bien aux besoins de la population, que les services ambulatoires ne sont pas suffisamment accessibles, adéquats ou continus. Alors, l'urgence, c'est le premier service à laquelle s'adressent les patients quand ils sont en crise. C'est aussi le premier service où s'adressent les patients quand ils n'ont pas en fait d'autres services où aller ou quand ils considèrent que des services ne sont pas adéquats. On estime à plus de 50% des patients qui utilisent l'urgence un peu comme une porte d'entrée aux services de santé mentale, donc qui ne reçoivent pas de services ambulatoires pour leurs troubles mentaux qui se rendent à l'urgence. Et aussi, quand on regarde la littérature, il y a vraiment un consensus sur le fait que l'urgence n'est pas un lieu approprié pour la prise en charge des cas vulnérables. Donc, l'urgence, elle traite, mais bien sûr, elle n'assure pas le soutien continu des patients. Alors, je voulais aussi vous présenter les résultats de recherche basés sur le SISMAC, la banque de données que je vous ai présentée tout à l'heure. Alors, on a fait, ce sont des statistiques de 2014-2015. Alors, dans un premier temps, on a voulu identifier combien de la population québécoise avait des troubles mentaux. Donc, on a identifié que 12% de la population québécoise avait des troubles mentaux. Donc, la prévalence des troubles mentaux durant cette année, ce qui rejoint pas mal les données qu'on retrouve dans les grandes enquêtes. Et dans cette étude-là, ce qu'on voulait voir, c'est vraiment quel était le pourcentage de la population qui avait des troubles mentaux qui se rendaient à l'urgence, qui était hospitalisée, versus, en fait, on voulait comparer ces statistiques-là à la population qui n'avait pas de troubles mentaux. Et un résultat vraiment intéressant qu'on a trouvé, c'est que pratiquement le double des personnes qui ont des troubles mentaux en 2014-2015 s'étaient rendues à l'urgence et avaient été hospitalisées, contrairement à la population sans troubles mentaux. Donc, 40% quand même des personnes ayant des troubles mentaux s'étaient rendues à l'urgence en 2014-15 au moins une fois, et de ce groupe, 35% avaient été hospitalisés. Quand on regarde dans la population générale, la population sans troubles mentaux, c'est plutôt de l'ordre d'environ 20%. On s'est aussi intéressé dans cette étude au concept de grands utilisateurs de services. En fait, les grands utilisateurs de l'urgence, ce sont des personnes qui viennent à répétition à l'urgence. C'est sûr que n'importe qui, on peut aller à l'urgence une fois dans une année, on a un accident, particulièrement la nuit, et on nous emmène à l'urgence. Mais quand on va jusqu'à 4 fois, parce que notre indicateur ici pour être un grand utilisateur d'urgence était avoir utilisé l'urgence au moins 4 fois, c'est plus qu'un accident. Ça souligne le fait qu'on n'est pas desservi adéquatement par des services ambulatoires et c'est ce qui explique le fait qu'on retourne si fréquemment à l'urgence. Donc, durant l'année 2014 et 2015, c'est quand même un groupe considérable qui a été qualifié comme étant de grands utilisateurs de l'urgence, donc 17%, et ce groupe a consommé plus de 50% des services d'urgence et d'hospitalisation. On retrouve beaucoup aussi ce type de statistiques-là, je vous dirais, dans la littérature, d'une façon générale, une minorité de personnes qui consomment énormément de services aigus. Et aussi, un autre point intéressant de notre étude, c'est qu'on a quand même souligné que 20% des grands utilisateurs d'urgence étaient des utilisateurs chroniques, donc en fait, qui utilisaient beaucoup l'urgence sur plusieurs années consécutives, de l'ordre de 3 à 5 années consécutives. Je voulais vous présenter aussi une deuxième étude que nous avons publiée très récemment, où là, ce coup-ci, on s'est intéressé aux troubles mentaux incidents et à quel point le système de santé mentale pouvait répondre rapidement et adéquatement, donc prendre en charge rapidement, adéquatement ces personnes. D'abord, c'est quoi un trouble mental incident? Donc, c'est un nouveau cas de trouble mental. Donc, dans notre étude, en fait, on a regardé les données SISMAC, donc l'ensemble de la population. On a déterminé sur une période de 20 ans, donc de 1997 à 2020, combien de personnes avaient eu des troubles mentaux.
on identifie aussi le nombre d'épisodes de troubles mentaux, puis on a pris dans notre échantillon le dernier épisode de troubles mentaux en contrôlant aussi pour le nombre d'épisodes précédents que la personne avait eu. Donc, d'abord, d'entrée de jeu, on a trouvé qu'il y avait une personne sur 3 au Québec qui avait eu des troubles mentaux durant cette période-là de 20 ans. Ça correspond aux données qu'on a de l'Organisation mondiale de la santé qui nous dit que dans le cours d'une vie, une personne sur 3 va être confrontée à des problèmes de santé mentale. Et comme je disais tantôt, ce qu'on voulait voir dans l'étude, c'est essayer de comprendre à quel point les médecins étaient capables de répondre rapidement et adéquatement au suivi de ces personnes, donc dès la détection d'un trouble mental incident. Donc, on avait 3 indicateurs qu'on a regardés, qu'on a appelé d'abord un indicateur Prompt Follow-up Care. Donc, cet indicateur-là visait à regarder dès la détection d'un cas incident de trouble mental, est-ce que un médecin, soit un homéopathien ou un psychiatre, prenait en charge la personne rapidement, donc dans un délai d'1 mois, au moins il y avait un suivi médical. On a regardé un deuxième indicateur qui était, en fait, vous voyez, à l'acétate 3, vous voyez 2, c'est plutôt 3. Donc, on a donc regardé à quel point les personnes avaient reçu 3 suivis dans une période de 3 mois. Et cet indicateur, on l'a appelé Adequate Follow-up Care. Pourquoi 3 mois? C'est la période un peu aiguë des troubles mentaux. C'est vraiment important d'intervenir un peu plus. Et un dernier indicateur, Continuous Follow-up Care. En fait, cet indicateur-là, on regardait si la personne avait reçu au moins 5 visites dans une période de 1 an pour permettre à la personne de vraiment se rétablir. Alors, donc, on a regardé dans la population une personne sur 3, combien de personnes avaient reçu ces différents indicateurs de qualité. Et comme vous pouvez voir à l'écran, à peine une personne sur 3 avait reçu soit une intervention from follow-up care, adequate follow-up care, continuous follow-up care. On voit que c'est un peu mieux pour l'indicateur continuous follow-up care. Et ça rejoint aussi les études sur le système de santé canadien. Vous savez, le système de santé canadien est beaucoup critiqué, principalement pour l'accès aux soins. On dit que quand on a accès aux soins, on est quand même bien pris en charge. Donc ici, ça rejoint, c'est sûr qu'on a quand même juste une personne sur 3 ici, juste un peu plus, mais on voit que c'est quand même cet indicateur-là est un peu meilleur que les deux précédents. Un autre résultat qu'on a reçu vraiment pas positif, c'est que quand on regardait au niveau des années, quand on différenciait les 20 années au niveau de la prise en charge de la clientèle, on a vu une décroissance de la qualité de la prise en charge de l'ordre de 13%, ce qui est énorme. Par contre, je pourrais mettre un certain nombre de bémols à notre étude. C'est que nous, bien sûr, on s'intéressait au suivi des médecins, donc des homéopathiens et des psychiatres. Et c'est sûr que depuis plusieurs années, il y a vraiment une pression qui est faite pour que les médecins travaillent en équipe disciplinaire de soins, travaillent en équipe. Donc, malheureusement, notre étude, dans les banques de données, on n'a pas la dispensation des soins des autres cliniciens. Donc, on peut penser qu'une partie de la baisse de qualité est probablement due au travail d'équipe, ou en tout cas, on espère que ça soit ça. Donc, d'autres résultats intéressants tirés de notre étude, on a regardé en fait s'il y avait des troubles mentaux qui étaient mieux pris en charge que d'autres. Donc, ici, on a vu que les troubles dépressifs et les troubles bipolaires étaient mieux pris en charge que les autres troubles de santé mentale que vous avez ici. On a aussi constaté que les personnes qui avaient des troubles concomitants et particulièrement des maladies physiques chroniques étaient beaucoup mieux prises en charge. 90% en fait de la cohorte a été prise en charge par les médecins homéopathiens et on sait que les médecins se sentent beaucoup plus confortables, les homéopathiens, avec la santé physique, la prise en charge des troubles mentaux, surtout si c'est des troubles mentaux plus complexes, plus sérieux. Et une autre statistique fort intéressante qu'on a trouvée, c'est que les patients de notre cohorte qui étaient pris en charge dans des groupes de médecine de famille étaient aussi mieux pris en charge lors de l'événement d'un trouble de santé mentale. Donc, ça, c'est très intéressant là, de voir que les personnes qui sont en GMF reçoivent un meilleur suivi. D'autres statistiques moins intéressantes qu'on a trouvées dans notre étude, mais en fait, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit sur le concept d'accessibilité. Déjà, les clientèles plus jeunes, donc moins de 18 ans, étaient moins bien prises en charge par les médecins.
Les personnes à l'extérieur de Montréal, donc région universitaire, étaient aussi moins bien prises en charge par les médecins. Et aussi, une autre statistique fort intéressante, les personnes qui étaient à leur premier épisode de troubles mentaux étaient moins bien prises en charge. Donc, l'importance, et ça va être une de mes recommandations qui suit, l'importance de consolider personnellement les soins primaires de santé mentale. En fait, je termine par un certain nombre de recommandations, donc celles que je viens de dire, et je vous dirais qu'on a de plus en plus de littérature qui nous indique que les pays qui ont davantage consolidé leurs soins primaires ont une population en meilleure santé. Donc, vraiment, l'importance de consolider les soins primaires, et particulièrement au niveau de la santé mentale. On pense aux équipes de santé mentale de première ligne en CLSC. On parle aussi de mieux équiper les médecins dans les GMF avec des équipes rehaussées, capables d'intervenir en santé mentale, l'infirmière praticienne, l'infirmière clinicienne en santé mentale de première ligne. Donc, très important. L'importance aussi d'avoir un meilleur accès au soutien thérapeutique, tout ce qu'on appelle le counseling, et d'équilibrer l'offre de services gratuits entre la médication et le counseling. Importance aussi en première ligne, on a les organismes communautaires qui sont des acteurs extrêmement importants de la première ligne, qui soutiennent beaucoup le domaine de la santé mentale, donc l'importance de mieux les financer aussi. La dépendance, qui est un parent pauvre aussi un acteur intersectoriel important là, en santé mentale, et la dépendance, quand on pense à la dépendance, c'est à peine moins de 1% du budget de la santé et des services sociaux. Importance aussi dans mes recommandations de mieux coordonner les services en santé mentale et aussi d'intervenir sur la continuité des soins. Enfin, je voudrais terminer par une autre recommandation qui me tient particulièrement à cœur: mieux monitorer la qualité des soins pour le soutien à la clinique et à la gestion. C'est très important de développer des indicateurs de qualité des soins pour suivre le traitement de nos patients, parce que souvent, on peut, comme clinicien, donner de la médication, faire des recommandations thérapeutiques, et puis on ne fait pas l'évaluation ou le monitorage de nos patients, et on ne sait pas si, dans le fond, nos traitements sont les bons traitements. Donc, l'importance de monitorer les traitements. Et la même chose pour nos organisations. Je pense que c'est important de développer des indicateurs de performance pour bien suivre si nos organisations sont performantes. Voilà. Merci beaucoup.